Eh ben salut, on se retrouve avec Edouard qui finit top 8 au CCF et puis premier après les rondes aussi, c'est important de le dire. Qu'est-ce que t'as joué, Edouard? J'ai joué un deck qui s'appelle Synchro Bestial. C'est original, on en a pas vu beaucoup, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par cette liste. Du coup, tu vas nous présenter ce que tu jouais. Ouais, y a pas de souci. Alors, hop, on va commencer par l'engine Stardust, du coup, qui est composé de 3 Stardust Synchron et une Stardust Trail, avec les deux magies qui vont ensemble, Stardust Illumination et Aravin Light. Alors, c'est quoi la spécificité? Alors, Stardust, lorsqu'il est normal spell, il va pouvoir tuto une magie piège Stardust. Et en général, on va chercher plutôt Aravin Light qui va pouvoir nous faire notre boss monster qui est un Stardust niveau 11 qui est très dur à out parce qu'il se banne pour dégager un effet et bannir la carte. Et il revient en end phase, du coup, très très compliqué à out si tu n'as pas de Kaiju ou une carte de board breaker type Dark Ruler No More de tête. Voilà. Mhm. Ensuite, après ça, on va avoir les 3 tunings en ulti pour aller les chercher. Tuning, carte extrêmement importante dans le deck parce qu'en plus de tuto, il va être foolish 1 et comme tu joues beaucoup de monstres, eh bien, tu as de fortes chances de tomber sur un monstre lumière aux ténèbres pour pouvoir invoquer tes bestiales sur le premier tour. Voilà. Après ça, on a les 3 petits dragons. Converging Wills, le Black Metal et Brotor. Converging Wills, c'est la carte que tu vas mettre au-dessus de ton deck en général, avec Aravin Lights. Parce que lorsque tu fais une synchro, tu peux draw une carte, et cette carte est dit lorsqu'elle est draw et que tu comptes un synchro 8 ou plus, tu peux spé un dragon 1 du deck, du coup en général Brotor ou Black Metal, ça dépend autour de quoi tu veux jouer. Mais l'intérêt de Brotor, c'est qu'il va pouvoir accéder à ta deuxième partie en fait de ton deck, qui sont les bestiales, parce qu'il va pouvoir tuto un dragon light ou un dragon dark, en fonction de ce que tu as besoin de ta main. Voilà, du coup ça, hop, Legend Stardust, c'est réglé. Et ensuite, on part sur le gros du deck. On a 3 Lubellion, qui est le starter du deck et la carte qui va permettre de commencer à grind parce qu'elle va setup tes magies pièges branded qu'on en parlera plus tard. Ensuite, le MVP du deck qui fait littéralement tout, Magnamut, qui va pouvoir te tuto une face toutes les cartes de ton deck en fait, littéralement. Et ses frères, 3 Saronnières, 3 Druidurons et 3 Baldric. Ah ouais, donc t'as maxé vraiment tous les bestiales. C'est ça, bah tous les bestiales en fait c'est des starters parce que c'est des dragons et pouvoir de l'accéder à ton extra deck extrêmement rapidement et facilement aussi et pouvoir setup ton board et ton grind. Ok, donc en soi, c'était... Les bestiales, tu le joues pas vraiment comme des end traps, mais comme des extenders, mais souvent c'est aussi des end traps contre le deck qui les prennent. C'est ça parce que j'ai remarqué au tournoi que depuis que Tyr est plus là, beaucoup moins de gens ne respectent les bestiales et beaucoup de decks sont revenus. On peut prendre en exemple par exemple avec Dritron contre qui j'ai joué qui était un match-up vraiment très favorable parce qu'il n'a pas pu résoudre ses dritons du cimetière, ou résoudre des Benten si j'avais de quoi l'interrompre, ou alors des decks comme Sprite Evil Twin qui sont majoritairement dark et donc il peut pas reborn ses lignes Evil Twin. Voilà. En plus de ça, on a deux one-off très puissantes. Donc le Red Eyes qui va se faire tuto par le Black Metal, et la petite spice du deck, le Dark Diabolo. Voilà, le Dark Diabolo, il dit lorsque un monstre dark qu'on contrôle est tribute, il va pouvoir se spé de la main ou du cimetière, et il peut se tribute ou tribute un autre monstre dark qu'on contrôle pour pouvoir en loop de 1 à l'adversaire. Donc c'est pas random, en fait, il va choisir lui-même de la mettre en dessus de son deck, mais au moins l'adversaire commence avec 5 cartes au lieu de 6 pour son tour 2. L'autre intérêt de la carte, c'est aussi de pouvoir le jouer et de le garder sur le board. Comme ça, si on a lui plus un autre monstre synchro par exemple, et ben l'adversaire ne peut pas lava golem parce que Dark Diablo ne peut être tribute par l'adversaire. Hmm. Voilà, ça on a fait le tour. Ensuite, on en vient à l'autre partie importante du deck, les entraps. Du coup, on va jouer 9 entraps, 3 Nib, 3 Veiler et 3 H Ouais, pour classique contrer. ce format. Ouais. C'est ça, c'est très classique sur ce format, il n'y a pas de souci. On va sûrement me demander pourquoi je joue Veiler à la place d'Imperm. Bah, c'est simple, Veiler est un monstre light, c'est un tuner, et en plus, il n'est pas once per turn. Sachant que dans le deck, on va le voir, on va pouvoir draw pas mal pendant les 2 tours, grâce à déjà la magie Stardust en premier lieu. Et ensuite, la deuxième magie qu'on va voir tout de suite, qui est là, la Branded Trigen, et la Branded Beast, qui va pouvoir set la Branded Trigen, qui va se faire foolish par Saronir dans la plupart des tours. Voilà, ça c'est un peu c'est l'escale du deck, c'est vraiment
l'âme du deck en fait. Lorsque ça se setup, en général, c'est très, très très dur de perdre. Regain donne énormément de CA, tandis que Beast va pouvoir te gérer un voire deux monstres à chaque fois parce que tu vas essayer de tribute peut-être un, un Druidurm avec, ou tu veux même tribute un Seal pour pouvoir spell du deck pendant ton tour. Vraiment, il y a beaucoup de trucs très très marrants à faire. Et c'est ouais, c'est vraiment vraiment ceux qui carry le deck. Ah, j'ai joué contre ton deck et vraiment ces deux cartes-là, elles ont fait un taf énorme. Regain, elle fait vraiment, il faut la gérer immédiatement parce qu'elle a fait un CA de fou. Il y a trop de combos qui passent par cette carte. Et pareil pour Beast, vu que ça tribute, il y a pas mal de trucs dans le deck qui, j'ai remarqué, qui marchent avec la tribute. Notamment la seal que tu peux faire pendant ton tour très souvent sur Ouais. l'effet de spé du deck. Et ouais, non, franchement, ces cartes-là, elles ont fait un taf énorme, je pense. C'est ça, et surtout que si tu décides de gérer que Regain, bah en fait elle va revenir en end phase, donc forcément t'es obligé de gérer les deux, sinon ça va être très très dur de continuer à pouvoir de pas se faire out resource en fait. Hmm. Et enfin, les deux spice du deck, deux trappes non searchable, qui sont les Cataclysme Dragard. Alors pourquoi j'ai décidé de jouer cette carte? En fait, c'est une attaque d'Icarus ou un Blackout Sword Soul pour ceux qui connaissent. L'intérêt de la carte, en fait, c'est elle dit sacrifier un dragon pour détruire deux cartes sur le terrain. Alors, deux intérêts. Le premier, c'est qu'on peut détruire deux cartes sur le terrain, donc pas forcément deux cartes sur le terrain de l'adversaire, qui est une des façons de jouer autour de Blackout. On peut pas jouer autour de cette carte de cette manière-là. Et la deuxième raison, c'est que elle dit sacrifier. Un des board breakers les plus populaires sur ce format, c'est Book of Eclipse, du coup, livre de l'éclipse, qui va mettre face verso tous nos monstres. Et l'interaction intéressante, c'est qu'on a le droit de sacrifier un monstre qui est face down. Donc on sait encore que c'est un dragon, donc on peut le sacrifier. Donc c'est pour ça que même si un Book of Eclipse passe sur mon board, je peux quand même activer cette carte pour interrompre l'adversaire pendant son tour. Inattendu aussi. Inattendu Ouais. aussi, bien sûr. Personne ne connaît cette carte presque, donc voilà. Très 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 fort. Du coup, après ça, on va partir sur l'extra deck. Donc on va commencer par le boss monster. Donc très très fort. 3 effets, il peut taper jusqu'à 2 fois en général dans le deck, si on passe par la loupe Stardust. C'est une omni-negate, et en plus il peut negate en un effet d'ignition pendant ton tour l'effet d'un monstre sur le terrain de l'adversaire sans le cibler. Donc ça peut gérer des towers extrêmement compliqués à gérer comme Avramax, qui en général t'as besoin d'une carte, on va dire, qui va. En général tu essaies de le widow encore de imperm, mais ça marche pas parce que tu peux pas le cibler. Donc lui il va le passer très facilement. Et en plus il negate pour toujours. Donc ça c'est très intéressant, j'ai gagné une game là-dessus. Par exemple, tu peux negate un Mirror Jade, et ensuite, bah, Mirror Jade ne sert plus à rien on board, et s'il veut faire un autre Mirror Jade, bah, il faudra qu'il le gère lui-même avant d'en faire un autre. Donc niveau ressources, on gagne encore. Ensuite, les cartes pour le faire. Donc on a le Ruddy Rose, qui va te servir vraiment à le faire, parce que c'est un dragon de niveau 10, donc le petit dragon niveau 1, Converging Wills plus Ruddy Rose, c'est directement notre niveau 11. Et ensuite, la deuxième façon de le faire, c'est avec Stardust, le vrai, parce que lorsque tu vas le spé, tu vas pouvoir spé les deux petits autres, et ensuite tu vas pouvoir passer directement sur le niveau 11 très facilement. Donc ça c'est les 3 dragons 11 très forts qu'on joue. Ensuite, comme synchro générique, on a Chengin et Baron. Donc l'intérêt de Chengin dans le deck, c'est que bah, tu joues des bestiales, donc tu peux bannir énormément de cartes pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est une interruption très très simple à faire. Ça gère 2 cartes, une sur le terrain et une dans le cimetière. Franchement, les cartes maintenant, les decks qui reviennent, ils jouent beaucoup avec le cimetière, donc c'est extrêmement beaucoup de valeur. Et ensuite, la toolbox synchro, on a un Savage, un Omega, parce que c'est des niveaux 8, sont faciles à faire. Un Access Synchron, parce que il est très simple à faire avec la niveau 4 trail du deck et un Veiler. Et lui tout seul, en fait, va donner accès à un synchro niveau 9, niveau 10, pardon. Et ensuite, une petite carte de time qui est facile à faire, le petit Scarlight. Et ensuite, on va passer sur les Ce qui est cool avec Scarlet aussi, c'est qu'en plus d'être une carte de time, tu peux t'en servir en tant que board breaker. C'est ça, il peut break des boards, ouais, c'est très très intéressant. Et en plus, il peut proc. Bah, c'est un dragon de dark, donc tu peux le tribute lorsque tu en as fini pour invoquer le Bélion ou whatever. Et même trigger Dark et Diabolo. Et ensuite, le MVP du deck, Seal, qui fait vraiment tout. Vraiment sur le tournoi, il n'y a pas que des mains parfaites, c'est un deck contrôle avec beaucoup d'entraves, donc tu te retrouves très souvent avec peu d'engine Stardust, mais en échange, 2 dragons, c'est Seal, et Seal c'est du plus 3 dans le deck, tu vas pouvoir bounce une carte, Spear Magnamut et tu tombes en end phase, du coup ça te fait un body et un autre body en end phase, donc c'est extrêmement fort, ça lance toute ta loupe.
Et Ah, et comme je disais tout à l'heure aussi, cette carte-là, moi j'ai vu quand tu jouais, c'est que tu l'utilisais pas souvent en tant qu'interruption. Enfin, souvent tu l'utilisais en tant qu'interruption, mais aussi pendant ton tour, c'est un combo. Puisque tu peux trigger son effet de tribute avec Stardust, et avec d'autres cartes qui sacrifient. Alors, vraiment, elle sert vraiment beaucoup. c'est Pas ça. seulement en tant que endboard, quoi. Exactement, exactement. Tu peux même, si t'avais déjà set la piège qui pète 2 sur le terrain, tu peux tribute L et péter 2 et ensuite tu perds du deck. Vraiment, seal MVP du deck. Et enfin, un Striker Dragon. Et là, vous allez dire, mais pourquoi Striker Dragon? On joue pas bout de sector? Bah, c'est simple en fait. Lorsqu'on a seulement accès à un seul petit dragon, et ben on peut juste faire un Striker Dragon. Ça nous donne accès à un monstre lumière ténèbre dans le cimetière. On le bannit, on invoque un bestial et on part sur seal. Accès à seal très très simple. On peut le récupérer avec Regain aussi. Et enfin, une Dark, parce que bah, on a besoin d'une petite ligne de générique de temps en temps. Un Spellcaster, c'est sympa aussi, on sait jamais si on tombe sur un gars bizarre qui joue un village secret des magiciens, on a une out assez simple. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus, bon, s'il joue des bestials, c'est encore plus bénéf. Du coup, là, on a Atum, qui est très facile à faire, de bestial. Et en plus, il va pouvoir t'invoquer n'importe quelle autre carte de ton deck. Donc en général, tu peux t'invoquer un Darkest Diabolo, tu peux invoquer un RMD directement, pour pouvoir se faire un troisième body. Et lui-même, sinon tu fais lui, tu fais un Magnamut, tu fais une seed derrière. Très simple, très efficace. Franchement, je l'ai pas beaucoup sorti, mais le peu de fois que je l'ai sorti, il était obligé de se faire interrompre, Imperm ou Veiler, sinon je faisais beaucoup trop de CA. Et enfin, Wolo, parce que bah, 2 bestiales pour le faire, très simple à faire. Mais je l'ai pas sorti du tournoi. Étonnamment, il m'a pas trop servi. Pourquoi il était dans le deck? Pour pouvoir gérer des interactions de cimetière, gagner de l'attaque peut-être. Mais bizarrement, j'en ai pas eu besoin en fait. Le monstre que j'ai vraiment plus invoqué, soit ma synchro, soit Seal. Donc voilà, on en est à là. Je pense pouvoir la cut, mettre autre chose à la place, je sais pas quoi encore. Peut-être un troisième Seal, peut-être une autre carte de toolbox, peut-être une ligue générique, peut-être un Phoenix, ça peut être pratique pour gérer des backrows de temps en temps. Donc voilà. Et enfin, on va passer sur le side. Le side qui est assez spicy. Donc je me suis préparé contre Kashtira beaucoup, mais il y avait que 4 Kashtira dans le tournoi et j'ai pas joué contre. Donc voilà, il y a 3 Lancea et 3 Kurikara pour le match-up Kashtira. Pourquoi pour Kurikara? Parce que Arrasard est mandatory, donc on peut le bait via une carte aléatoire, et ensuite on va pouvoir le sacrifier et invoquer Kurikara. Sachant que si l'adversaire a décidé de faire l'effet de Shangri-La en stand-by, on peut sacrifier 2 et taper sur le troisième. Et le board Kashira est géré, on pose notre board derrière et franchement c'est difficile de perdre après ça. Ensuite, pour se préparer aussi, on va jouer, ça c'est des cartes contre Despia. Et peut-être d'autres decks fusion, donc des fusions qui est extrêmement forte. Contre Tyralamon par exemple, et bien, lorsqu'ils invoquent Grapha, le nouveau monstre fusion, et bien, on va pouvoir le renvoyer dans l'extra deck et il peut pas y répondre parce que c'est une magie rapide. Grapha ne négate que les magies pièges normales et les effets de monstre. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Et ensuite, 6 cartes pardon, génériques, 3 Imperm et 3 Emily pour le go second. C'est très simple. Dans des match-ups qui ne prennent pas de bestial, on pourra retirer des bestials, mais 3 Imperm à la place et 3 interruptions plus intéressantes. Et les Emily qui sont un peu, on va dire, ça conflicte un peu avec le deck comme on a beaucoup de bestial, mais en général lorsqu'on les rentre, c'est dans des match-ups qui ne jouent pas de monstres light dark en face, donc on va pas forcément invoquer de bestial pendant notre tour, et ensuite on pourra activer Emily tranquillement pendant le nôtre. Ok, est-ce que si t'as des changements à faire pour le deck, si après l'avoir joué quand même un certain temps, là, tu disais par exemple Polo dans l'extra deck qui a pas trop servi, il y Ouais, a d'autres trucs que tu changerais? bien sûr, donc là Lancea, je pense que le main deck est déjà assez fort, enfin assez préparé contre Kashtira avec les 9 entraps qui sont vraiment dédiés contre Kashtira et les 3 Kurikara que j'ai déjà en side. Donc je vais décider de changer les 3 Lancea et je pense pouvoir tester une nouvelle carte qui est le virus contre les magies pièges. Pourquoi? Parce que tous nos monstres ont 2500 d'attaque, ils sont dark. Donc c'est extrêmement simple à mettre en place. On peut call magie contre Kashira contre Branded et c'est vraiment un FTK. Même en go second, la carte est bonne parce que contre une DD comme Labyrinthe ou Runic qui sont plus ou moins lents, on a le temps d'invoquer un bestial et ensuite le sacrifier pour voir. C'est vraiment gagner la game instantanément hein, contre Runic. Franchement, je vois pas comment ils font pour passer un virus call magie ou alors Labyrinthe quand on call piège. Donc voilà, ça c'est un peu la logique derrière ça. Vraiment, cette carte est très très intéressante et je pense que dans le deck elle fonctionne très bien, surtout qu'elle dit sacrifier. Solide, solide, ouais. Juste avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi une des forces ou des faiblesses de ton deck vraiment qui a fait que tu as choisi ce deck-là plutôt qu'un autre pour ce tournoi?
Eh bien, la raison principale pour laquelle je choisis le deck, c'est vraiment parce que c'est un deck de cœur. Et les forces, je dirais que les gens s'attendent pas beaucoup à avoir des bestiales en fait. Donc on pourra pouvoir jouer beaucoup de bestiales dans cette version et les gens se font surprendre. Donc, par exemple, je prends encore l'exemple du joueur Tritron qui est vraiment a beaucoup de mal à jouer contre le deck. Sinon, une des autres forces, c'est vraiment que les cartes en fait elles fonctionnent très bien entre elles en fait. Donc par exemple on peut essayer de montrer une petite interaction avec le deck. Donc par exemple on va récupérer hop, un Stardust et on va récupérer un Seal qui sont très faciles à faire. Et bien tout simplement Stardust et Seal c'est une synchro 10, enfin une synchro 10 ou 8, peu importe ce qu'on veut faire. Par exemple Stardust en fait dans le cimetière elle dit que, ou dans la main elle dit qu'elle peut sacrifier un monstre qu'on contrôle et c'est invoqué pour solo qu'on synchro et si Stardust quitte le terrain et ben il sera banni. Du coup on peut juste sacrifier Seal qui est sur le terrain, invoquer Stardust et du coup on peut spé avec l'effet mandatory de Seal, on peut spé n'importe quel autre dragon du deck en fait. Donc on va pouvoir spé en général un Magnamut si on l'a pas fait. Hop. Et avec ça, on a déjà accès à une synchro 10 extrêmement simple à faire. Donc en général, si Stardust déjà au cimetière, c'est qu'on a déjà fait une autre synchro avant. Donc on se retrouve avec un board avec deux synchro 10, le spell trap Branded, et qui fait en général c'est le meilleur endboard qu'on peut arriver. Ensuite, c'est vraiment. Là, on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment un deck contrôle. Faut jouer vraiment contrôle. Gagner OCA, Verigain et Magnamut. Et je suis plutôt un joueur contrôle, donc franchement, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de jouer ce deck. Ok, est-ce que tu peux juste nous remontrer la synchro 11, là, le papa, on va dire, le boss du deck? Ouais, bien Parce que sûr. vraiment, lui, les gens ne le connaissent pas assez, et vraiment, c'est une vraie menace. C'est ça. Donc voilà. Pendant ton tour, en effet d'ignition, tu peux annuler les effets d'un monstre sur le terrain de l'adversaire sans le cibler. C'est extrêmement important et en plus ça dure pour toujours. Donc les gens qui ont joué pendant le format tir, ça ressemble à Sulik mais ça target pas. Ensuite son deuxième effet, pour chaque monstre Stardust Dragon synchro ou monstre qu'il mentionne dans le cimetière, il a une attaque supplémentaire, pas seulement sur les monstres, donc ça veut dire que si on l'a fait avec Stardust et que l'adversaire n'a aucun monstre, et bien c'est un OTK tout seul, il peut taper à 8000. Et troisième effet, il peut negate l'effet d'une carte et ensuite la bannir. Il ne détruit pas, donc dans le format tiers aussi c'était extrêmement important, donc on peut negate une Shireen en main, bannir la Shireen, donc ça fait un des moments déjà. Et en plus elle se bannit et quitte le terrain du coup, et en général l'adversaire met du temps à gérer le board, et finit par l'oublier lorsqu'elle revient en end phase. C'est vraiment la plus grande force de cette carte. L'inconvénient c'est que ça bannit pas en cost, pour plusieurs raisons en fait. Si elle se bannissait en cost, elle serait beaucoup trop forte en fait parce qu'elle se réinvoquerait par son effet en une phase et ça procrée aussi l'effet de notre magie continue Arabian Light qui dit que chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement, un monstre synchro est invoqué spécialement, eh bien on va pouvoir piocher une carte ou invoquer un tuner de la main. Voilà, donc elle meurt elle peut mourir sur pas mal de trucs, par exemple elle se fait bait et ensuite t'actives une carte comme Imperm dessus, ou alors juste Ghostbell en fait passe la carte, mais bon, Ghostbell n'est pas joué dans le format donc je pense qu'on est pas mal dans ce niveau là. Ok, bah écoute, super. Merci pour ce deck profile. Un dernier mot, un dernier shout-out. Un shout-out à Team NSE, à Pierre surtout, à Pierre et Félix en fait qui m'ont soutenu pendant tout le tournoi après que je sois en 4-0, moi-même je ne pensais pas pouvoir faire aussi bon résultat. Donc voilà, franchement merci à eux, merci à Stratégique aussi. Je suis président d'ailleurs de l'association stratégique qui a Epita qui a, bah, qui a organisé le tournoi avec Gabriel Soucy. Voilà, donc on a d'autres tournois qui vont arriver aussi, donc abonnez-vous à la page Facebook et aussi au Twitter NSE.